Bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Une semaine à la fois mouvementée sur les cryptos, aussi en termes de volatilité sur les indices, mais qui finalement clôture à l'équilibre, voire même en hausse pour le Dow Jones. Donc on va parler de tout ça dans cette vidéo. On va commencer avec les cryptos, c'est celles qui ont le plus bougé. Et je vais intégrer dans mon suivi l'Ether parce que là, il me semble être sur un prix d'achat, un prix d'entrée très intéressant. On enchaînera avec un point rapide sur le dollar, sur l'euro-dollar. Ensuite, l'or et l'argent, qui n'ont pas encore atteint mes niveaux d'achat, mais je surveille. Et ensuite, on passe aux indices américains avec un certain nombre d'actions qui composent les indices. On va aussi parler du Dow Jones, puisque lui, il fait des plus hauts historiques. Et on va regarder les valorisations des principaux composants de l'indice Dow Jones pour voir quel est le potentiel encore sûr pour cet indice. Je vous souhaite un bon visionnage. Allez, on commence avec le Bitcoin. Donc cette semaine, la semaine dernière, je vous avais dit, on était vers les 77 000. Je vous avais dit, on est sur un support, mais il y a plus de chances qu'il casse plutôt qu'il résiste, et on risque d'aller chercher les niveaux suivants. Donc c'est ce qu'on a fait. Le premier niveau était vers 70 000 et le second niveau vers 60 000. Donc on est venu chercher un peu en dessous de 60 000, et là on est remonté au-dessus de 70 000. Donc on a fait une belle baisse. Est-ce que c'est la fin? Je ne sais pas. Est-ce que ça va rebondir fortement? Je vois pas forcément les choses comme ça. Alors c'est possible qu'on fasse un V-bottom et qu'on aille rechercher vers les 100 000 par exemple. Mais disons que ça va, à mon avis, cette fois, ça va dépendre de la version risque sur les autres marchés. Je dirais que bon, là, il bug mon écran. Je dirais que le Bitcoin comment dire, avait un temps d'avance sur la version risque et que maintenant, lui, il a fait son mouvement et que ça va dépendre de ce qui va se passer ailleurs. Est-ce que les marchés boursiers vont suivre un peu, baisser un peu plus et à ce moment-là, le Bitcoin risque plutôt de latéraliser. À contrario, si on n'a pas de baisse sur les marchés actions et qu'on ne confirme pas un petit peu la nervosité actuelle et qu'on casse vers le nord, à ce moment-là, le Bitcoin risque de remonter assez vite. Donc, moi, sur le Bitcoin, j'ai une stratégie d'investissement à long terme, c'est-à-dire que là, 77, 70, 60, ce sont des niveaux d'achat pour du moyen à long terme, et je vais pas faire de trading là-dessus. Si on retourne plus bas, donc j'avais des petites positions acheteuses qui ont été prises. Si on retourne plus bas, je vais continuer à accumuler. Le niveau qu'il faudrait pas dépasser en clôture, c'est à peu près 55 000. Sinon, on risque d'aller vers les niveaux suivants, disons 40 000 d'abord, qui est le dernier retracement de pivot à 78,6 de toute la vague de hausse, si je ne me trompe pas, oui. Et ensuite, au niveau graphique, on a un support à 35 000 et un autre vers 30 000. Donc voilà, il faut sauver 55 000 en clôture hebdomadaire, ici. Sinon, on risque d'aller chercher le niveau suivant, et dans ce cas-là, tant pis, j'aurai des achats, et voilà, que je renforcerai plus bas. Et je patienterai. Je crois toujours qu'on peut avoir des multiples de x5 sur le BTC dans les 2-3 ans qui viennent. Voilà, c'est la même logique sur le XRP. Donc, on a cassé la grosse zone des 1,50 à 60. On revient la tester. On est dans la même logique. Si on réintègre le range, je chercherai des achats de nouveau sur ce support. Mais je pense qu'on peut potentiellement aller chercher un peu plus bas si le BTC revient tester les derniers plus bas récents. Et à ce moment-là, il y aura des opportunités d'achat. Alors c'est moins propre graphiquement le XRP, donc faudra voir. Il y a un niveau idéal vers 0,86. Je ne sais pas si on ira chercher aussi bas, mais je vais surveiller ça pour l'accumuler. Et l'Ether, je vous en ai pas parlé jusqu'à présent, mais pareil là, je l'ai pas fait encore pour le coup, et je vais ouvrir des positions acheteuses. On est sur un très bon niveau qui a bien rejeté les cours ici sur cette oblique. Alors on peut aller quand même chercher le bas du range et c'est pas rien parce que ça fait encore 50% de baisse. D'ailleurs je suis pas en échelle de Wesac. Donc il y a encore 50% de baisse, mais en tout cas c'est un niveau de support qui s'achète. On a déjà perdu 64% depuis les plus hauts. Comparé au Bitcoin, il a été plus faible, l'Ether. Le Bitcoin on a perdu pardon, ouais, 53%, 54%. Donc on voit qu'on a plus perdu sur l'Ether,
Il se pourrait tout à fait que le Bitcoin continue un petit peu à rebaisser et que l'Ether, lui, s'arrête sur ce niveau. Voilà, qu'on soit à peu près dans les mêmes proportions sur les deux. Donc, c'est ma stratégie sur ces trois grosses valeurs de l'industrie crypto. Une stratégie sur 2-3 ans d'achat, d'accumulation. Alors, je vais acheter sur des ETF parce que moi, j'ai plus de compte crypto. Et finalement, alors l'inconvénient des ETF, c'est qu'ils ne cotent que pendant les heures de cotation de bourse. Donc, c'est fermé le week-end et c'est fermé la nuit, etc. L'avantage, c'est qu'on peut éventuellement travailler aussi sur des options dessus. Donc, si on achète des ETF, ensuite, on peut s'amuser à vendre des calls avec des échéances assez courtes sur des niveaux de résistance court terme pour encaisser les primes et en tout cas être couvert si ça continue à monter. On gagne pas sur le sous-jacent, mais on ne perd pas parce que ça s'équilibre et on peut revendre un petit peu de la position pour compenser la perte sur la vente de call. Bref, donc là on rentre sur un peu plus du trading, en tout cas d'investissement actif de moyen terme. Donc c'est comme ça que je vois les choses sur les cryptos. Ensuite sur l'euro-dollar, alors on a fait là, on est toujours en hebdo, en ligne, on voit que on a fait une semaine quasiment pour rien, il s'est rien passé. Non, on est même en mensuel, pardon. Alors je repasse en hebdomadaire. Mais c'est pareil, en hebdo, il s'est pas passé grand chose. Et sur les bougies, la semaine dernière, on avait eu un test de la zone haute de cette sorte de canal un petit peu qui s'élargit qui avait été rejeté. J'avais dit si on y retourne, au moins sur ce niveau vers 1,19,5, je prends des options de short. Enfin, je prends des puts. On n'y est pas allé, donc j'ai rien fait. J'avais déjà pris un put vers ce niveau que je conserve. Et à contrario, sur le bas de ce canal, j'achèterai un call. Donc je prends des options à échéance, je crois que c'est décembre 2026 ou janvier 2027, donc presque un an encore. Parce que je pense que on peut avoir disons que la sortie de cette zone un petit peu c'est pas vraiment une congestion, c'est un élargissement, mais dans tous les cas, la sortie donnera un mouvement un petit peu puissant qui permet, avec des options, si on les achète sur des bons niveaux, de gagner quoi, quel que soit le scénario. Donc, je privilégie plutôt un scénario de baisse de l'euro contre le dollar, donc un renforcement du dollar, parce que on est toujours dans la tendance de fond depuis plusieurs années d'une pression haussière du dollar et donc baissière de l'euro. Mais on est dans la partie haute. Donc c'est pour ça que si on rejette, le potentiel de baisse il est assez important. Et si on casse, le potentiel de hausse aussi est assez important. Donc c'est pour ça que je m'attends quand même à un mouvement assez important sur l'euro-dollar en 2026. Je ne sais pas dans quel sens. Donc plutôt à court terme, je privilégie plutôt un retour sur la partie basse. Mais tout est possible. C'est pour ça que je préfère le trader avec des options. Ensuite, sur l'or, donc la semaine précédente, on avait eu cette belle bougie de rejet. Je vous avais dit, première zone d'achat, c'est la partie haute de cette zone qui serait vers 4375. On l'a effleuré, on n'est même pas venu la toucher, on a rejeté. Donc là, j'ai rien fait. Moi, mon premier niveau d'achat idéal, ça serait plutôt vers 4080 et ensuite 3900. Donc dans cette zone-là, comprise, on va dire au sens large, entre 3900 et 4100. Donc si on revient chercher ça, là je commencerai à prendre des positions achetées sur l'or. Idéalement, si on pouvait chercher la zone basse de l'oblique, ça serait vers 3600. Donc là j'en prendrais pas mal. Si jamais on casse 3600, mais enfin là pour l'instant on en est loin, mais il y aurait la zone vers 2000, on va dire 3000, ce qui sera en plus un niveau symbolique. Ça viendrait un tout petit peu plus dangereux parce que on aurait cassé la dynamique haussière de cette oblique, mais on mettrait pas en cause la tendance de fond, on serait sur un retracement compris entre 62 et 66% de la dernière, la grande jambe de hausse qui avait démarré en octobre 2023. Donc ça serait pas remis en cause et ça serait un dernier niveau d'achat. Voilà. Donc premier niveau vers 4100 et ensuite 3900 et 3600. Ça, c'est les trois niveaux pour les semaines qui viennent. Si on baisse, j'achèterai là-dessus. Sur l'argent, donc on a fait un rebond. Je pense plutôt que c'était un rebond technique pour le moment. Je pense qu'on peut aller chercher plus bas avec en gros une zone comprise entre 45 et 55. Donc le dollar l'once d'argent. Donc là, pareil, je vais mettre trois ordres, un vers 55, un vers 50 et un vers 45 grosso modo, et pour accumuler ici. Si on casse, si on
déjà, si on a la chance d'atteindre cette zone, mais que malheureusement on casse, le niveau, le gros niveau suivant, il serait vers 30. Mais sur l'or et l'argent, je suis dans la même logique que sur les cryptos. C'est-à-dire que je vois ça plutôt à au minimum un an ou 2 ans. La semaine dernière, je vous avais présenté le potentiel théorique de hausse de l'argent dans une très grande zone comprise grosso modo entre 300 et 600 $. Pour l'instant, j'ai toujours ce scénario en tête. Et donc, une baisse plus poussée là, de l'argent dans les semaines qui viennent serait à mon avis l'occasion d'accumuler des positions pour du moyen terme. Ensuite, on passe aux indices. Alors, regardez le SP500. Euh, encore une semaine où on a l'impression qu'il se passe rien quand on met juste les cours de clôture. Quand on met les bougies, l'histoire est un peu différente. Il y a depuis 3 semaines, même 4 semaines, on a des mèches très hautes, des corps petits. Donc il y a quand même une grande nervosité, une grande incertitude. Pour l'instant, les acheteurs arrivent à conserver la possibilité d'une continuation haussière. Donc je reste méfiant par rapport à mon scénario baissier, même si c'est toujours celui que je privilégie. Mais on voit que c'est pas encore fait sur le S&P 500, puisque la bougie de vendredi, on a réintégré. On était sorti de cette dernière oblique jeudi, mais on n'a pas confirmé. Donc vendredi, on a réintégré. Donc on n'est pas encore sorti de cette oblique. On va voir début de semaine prochaine ce qui se passe. Si lundi on clôture en dessous et mardi encore, bon, ouais, normalement on devrait clairement aller chercher le premier gros niveau de résistance qui est pas situé très très loin. Il est de l'ordre de 5% de baisse par rapport au prix actuel. Donc ça c'est mon scénario privilégié. Mais je suis quand même très méfiant. J'ai un petit peu peur des pièges. Il commence à y avoir pas mal de gens qui shortent. Ça peut avoir tendance à pousser, à faire des mouvements un peu violents avec des rachats de short plus haut, donc c'est tout à fait possible. Donc voilà, conviction plutôt de toute petite correction de 5% à venir, mais possiblement un marché qui peut être dangereux en termes de trading. Voilà, je parle pas des objectifs suivants. Je pense qu'on s'arrêtera sur le premier. En tout cas, on verra comment. C'est ce que fait le marché quand on va arriver là. Idéalement, je préférerais qu'on aille chercher le deuxième niveau avec moins 10% de baisse, mais je suis pas sûr. Ça va aussi dépendre de ce que fait le Nasdaq. Alors le Nasdaq, lui, c'est intéressant parce qu'il est quand même plus faible. On voit qu'en clôture hebdomadaire, il n'a pas réussi à sauver sa dernière oblique. On a bien clôturé en dessous. On a bien clôturé sous le support de ce dernier range. Donc ça, c'est plutôt un signe en faveur d'une continuation baissière. Donc le premier tout petit niveau, il est seulement à 1,5%. Le niveau principal que je vise pour la semaine, il serait à moins 3,5% et jusqu'à moins 5%, qui correspond, on le voit avec les mèches ici. Donc voilà, j'ai un scénario de baisse sur le Nasdaq entre moins 3,5 et moins 5% sur la semaine, si on ne réintègre pas cette oblique. Donc là, il y a une petite divergence entre le S&P et le Nasdaq. Puisque le Nasdaq est plus faible, ce qui est logique vu que ce sont les valeurs techniques qui ont été vendues et que le Nasdaq, quelques premières pondérations du Nasdaq représentent énormément enfin, de l'indice lui-même. Je vais faire juste après, je vais passer en revue justement les principales pondérations pour voir action par action ce qu'il en est et ça va nous indiquer les chances soit de rebondir, soit de continuer plus bas en fonction de la configuration graphique de chaque action. Sur le Dow Jones, enfin, alors lui, il est très fort. Il est très fort, il est calculé de manière, comment dire, ils n'ont pas changé leur mode de calcul depuis la création de l'indice, et donc c'est en fonction de la valeur nominale de l'action. Donc plus l'action vaut cher et plus elle est représentée dans l'indice, donc un peu particulier. Quoi qu'il en soit, on voit qu'on a une très très belle cassure sur ce vendredi. Là, on voit que c'est un indice qui surperforme. Donc pareil, je ferai un petit tour d'horizon des principales actions qui composent l'indice pour voir ce qu'il en est de la suite. Voilà. Allez, on va passer rapidement en revue les 9 plus grosses pondérations de l'indice Nasdaq, qui sont aussi les 9 plus grosses de l'indice S&P. Et cette fois, on les présente par capitalisation. Donc la première, c'est Nvidia, avec 4500 milliards de capitalisation. Donc fin de semaine, avec la grosse journée vendredi, rebond. Donc on n'a pas cassé en clôture cette oblique. Donc on est toujours au-dessus d'une résistance. Le haut du range, le haut de ce petit range est à peu près 4-5%.
Le bas ici, en compression, on est à 3%. Si on casse, par contre, ça ouvre vers moins 10%. Voilà, donc ça va dépendre un peu de la sortie de cette figure. Sur Apple, Apple est très très forte, mais avec les plus hauts qui sont à peu près à 4% et les bas, le bas de la figure, enfin de la première résistance, déjà vers 8%. Donc on a plus de potentiel théorique à la baisse qu'à la hausse. Google, c'est pareil, très forte, même si cette semaine elle a un petit peu consolidé. Donc à la hausse on est à plus 7, le bas du range il est à peu près à moins 5, moins 6, moins 7. Par contre là si on casse après, ça peut aller assez vite, moins 16%, moins 25, etc. Donc pareil, même principe en fait. Ce que je veux vous montrer, c'est que globalement il y a quand même plus de place à la baisse qu'à la hausse, et disons qu'en l'absence de catalyseurs fondamentaux, je vois pas pourquoi. Alors, si ça pourrait être bon, Nvidia on est loin, mais c'est vrai que Apple et Google, on pourrait, si on casse là, on peut accélérer à la hausse. Voilà, je vois pas forcément de catalyseur, mais c'est théoriquement possible. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on fait sur Walmart. Ici, c'est un peu alors une incompréhension. Walmart, elle casse très fort, elle est toujours très chère et il y a pas de raison. Voilà, donc ça, moi j'ai shorté, c'est vraiment, y a pas d'éléments techniques tout ça, c'est vraiment un pari. Il y a pas de configuration graphique, pardon, qui permettent de dire qu'on peut shorter, mais là je me dis qu'il y a, il y a quelque chose d'irrationnel. On verra sur la semaine si ça retombe ou pas, sinon je couperai. On continue, oui, donc on était avec Nvidia 4500 milliards, Apple 4100 milliards, Google 3900 milliards, Microsoft 2000, quasiment 3000 milliards. Alors, Microsoft, on était sur un support, c'était le gap ici qu'on avait en journalier qui a été refermé. Donc moi j'en ai acheté un petit peu sur ce prix-là, vers légèrement en dessous de 400 dollars. Et là, il y a une possibilité au moins de rebond technique sur ce niveau. Donc à la hausse, ça laisse pas mal de place, entre 12 et 17%. Et si on casse, qu'on va plus bas, on va chercher le niveau suivant entre 10 et 15%. Donc je pense que Microsoft a déjà fait une bonne partie de sa baisse et qu'en arrivant dans cette zone, si on va plus bas, c'est une belle zone d'accumulation. Amazon, on est toujours dans une sorte de figure de consolidation latérale. On avait cassé, mais on n'a pas cassé vraiment en clôture hebdo. Donc même principe, il y a une possibilité de rebond assez forte de l'ordre de 15%. En revanche, si on casse, pareil, 15-16% de potentialité à la baisse. Et là, ça sera un beau niveau d'achat sur Amazon vers les 175, 180, même si ça va un peu plus bas jusqu'à 160. Amazon, c'est 2250 milliards. Maintenant, Meta, 1670 milliards de capitalisation. Donc, on avait eu des bons résultats qui avaient fait sortir l'action de cette consolidation horizontale. Cette semaine, on a tout annulé, donc ça c'est plutôt un signal de faiblesse. Donc, à mon avis, il y a plus de risques qu'on aille chercher notre objectif principal ici vers 550, ce qui nous ramènerait à moins 17%. Et sinon, à la hausse, on risque quand même d'être coincé un petit peu sur le cours de clôture de la semaine dernière, donc on a quand même plus 8% de hausse. Mais je suis moins optimiste sur Meta, je pense qu'on va aller plus bas. Sur Broadcom, pareil, on avait un beau gap, il me semble. Voilà, ici ce gap-là, donc on est venu combler, on a rebondi, donc pareil, c'est un bon niveau de support. Pour le coup, je pense qu'il y a beaucoup moins de potentiel à la hausse. Sur Broadcom, on va vite être bloqué à la fois par cette horizontale et par ce bas de l'ancien canal. Donc à mon avis, on a 2-3% de hausse, on pourrait venir tester à la baisse. Donc on a 7% de potentiel, et là si on casse, moi j'ai un objectif majeur qui est beaucoup plus bas, entre moins 26 et moins 30%. Donc Broadcom c'est 580 milliards, Tesla 1550 milliards. Tesla, on est plutôt faible depuis qu'on a cassé. Donc on avait fait un island, une île de renversement là-haut. On a cassé l'oblique. Alors on est sur un petit support, on a rebondi, mais on peut éventuellement aller retester l'ancien oblique ici, ça laisse plus 10%. À la baisse, premier support à moins 6. Et là, si on casse, il y a pas mal de potentiel de baisse.
moins 14, et surtout, premier objectif majeur, vers moins 23% dans la zone des 315 dollars. Et enfin Walmart, donc je vous en ai parlé, donc ça c'est la 9e capitalisation de l'indice avec 1050 milliards de dollars de capitalisation. Donc là voilà, on casse des niveaux sans raison fondamentale. On est sur des niveaux élevés au niveau financier. Je vais faire un petit tour. Donc en ce moment on capitalise 40, enfin, on price 44 fois les bénéfices, presque 1,5 fois les ventes. Bon, alors on a des belles marges pour le secteur, hein, marge nette 3,42%. Mais non, moi j'ai du mal à comprendre ces niveaux de valorisation. Voilà pour à la fois le S&P et le Nasdaq, puisque c'est les mêmes valeurs, les 9 premières. Donc à part Walmart qui clairement est dans un mouvement, on va dire un momentum haussier fort, les autres sont plutôt dans des configurations soit sur support, en général plutôt sur support. Donc on va voir si les supports tiennent. S'ils tiennent, on a quelques pourcents à la hausse possible. Et si ça casse, on a une accélération qui devrait se mettre en place. Maintenant, on va regarder aussi les quelques valeurs du Dow Jones qui lui est très très fort. Alors sur le Dow Jones maintenant, donc on voit que l'indice lui-même, là on est en mensuel, donc il est dans un bon mouvement haussier, comme le S&P d'ailleurs. À long terme, ils ont à peu près la même forme. Simplement, lui, il est plus fort ces derniers temps. Il fait vraiment des nouveaux plus hauts. Donc, ce que je vois quand même, c'est que là, le potentiel à la hausse me semble limité par cette première résistance aux alentours de 3,5% de plus. Je pense que là, si on va chercher, il y aura quand même une petite pause. Bon, maintenant, ce qui m'intéresse de voir, c'est vraiment le contenu de l'indice et les actions qui le composent. Quel est leur potentiel. Donc, sur l'indice lui-même, il est composé de 30 valeurs et il est calculé de manière un peu spéciale puisque donc il y a un comité qui choisit des valeurs, des actions représentatives, on va dire selon eux, de l'économie américaine. Et donc, de temps en temps, il est recomposé cet indice. Ensuite, quand il y a une nouvelle valeur qui est rentrée, qui sort, ils appliquent, comment dire, ils divisent par une certaine valeur qui est lié au fait de la composition des actions elles-mêmes. C'est-à-dire si l'action, il y a eu des regroupements d'actions ou si au contraire il y a eu des dilutions, ils en tiennent compte pour calculer la juste valeur de cette action et ils l'appliquent ensuite à l'indice par rapport à la pondération. Et justement, la pondération de l'indice, ce n'est plus en fonction de la capitalisation boursière, mais de la valeur nominale de l'action. Donc aujourd'hui, dans l'indice, là je vous les ai classés par prix. La première valeur de l'indice Dow Jones, c'est Goldman Sachs, parce qu'elle cote 928 dollars. Ensuite, Caterpillar, 726 dollars, Microsoft, 420, etc. Donc, c'est pas du tout en lien avec la capitalisation boursière. Donc, voilà pour le principe. Voilà pour le potentiel sur l'indice lui-même, à mon avis, à court terme. Et ensuite, on peut aller regarder d'un peu plus près chaque valeur. Donc, la première, c'est Goldman Sachs. Alors, d'un point de vue graphique, on voit que la tendance à la hausse s'accélère. Bon, il n'y a rien à dire graphiquement, c'est haussier. Je suis quand même hyper méfiant sur ces valeurs bancaires qui ont tendance à monter en flèche et qui ont tendance à s'effondrer en cas de problème. Donc, on voit en 2008, alors c'était une vraie crise bancaire en 2008, mais on avait perdu 82%. Et en fait, sur ces valeurs bancaires, on a tendance à perdre plus que sur les autres quand il commence à y avoir vraiment une crainte sur les aspects financiers de l'économie. Donc, surtout, alors là, maintenant, je vous ai affiché les modèles d'investissement et les valorisations estimées par ces modèles d'investissement. Donc, sur Goldman Sachs, ici, si on regarde au global, on voit qu'on est à la juste valeur, puisque c'est estimé à 925. Mais il faut faire attention parce que sur Goldman Sachs, là, ils ont utilisé 5 modèles, dont 2 qui sont basés sur les dividendes, les projections de dividendes. Or, c'est les valeurs financières versent des gros dividendes et si on enlève ces deux modèles et qu'on reprend des choses sur les multiples par rapport aux bénéfices, par rapport à la valorisation comptable, par rapport aux ventes,
Là, on voit qu'on est survalorisé et qu'on a un potentiel de baisse de 20%. Je pense qu'avec les valeurs financières, c'est plus prudent de ne pas tenir compte de ces modèles de valorisation basés sur les dividendes, parce qu'on voit bien qu'en cas de difficulté, les modèles vont être revus et ça va baisser très vite et très fort. Donc, moi, je pars de l'idée qu'on est plutôt survalorisé de 20% sur Goldman Sachs. La suivante, c'est Caterpillar. Donc, pareil, très beau mouvement de hausse. On va voir ce qu'il en est sur les valos. Alors là, il n'y a pas photo. Tous les modèles sont à peu près, enfin, sont assez équilibrés. Bon, même si on enlève cet extrême ici, il n'y a pas vraiment d'extrême. En fait. On a un downside de quasiment 30%. Donc là, elle est officiellement survalorisée. Les analystes sont, c'est assez extrême aussi, hein, puisque ça va de 380 $ jusqu'à 850 $. Donc, on voit qu'on est bien évidemment au plus haut depuis un an. Méfiance quand même, parce que là, au niveau de la valo, il faut pas qu'on ait des mauvaises nouvelles, ça pourrait chuter assez fort. Microsoft, on avait regardé tout à l'heure graphiquement, on peut regarder les fondamentaux. Donc, Microsoft, comme je vous disais, c'est une belle valeur, on est sur un support, on a déjà pas mal baissé, et on voit que là, au contraire, elle est plutôt sous-valorisée au point de vue des fondamentaux. Donc voilà, ça me conforte dans le fait que c'est une zone d'achat et d'accumulation. On peut commencer sur ces prix-là et jusqu'à 300, même 340. Là, si ça baisse, ça sera vraiment une zone d'accumulation. Après, s'il y a d'autres nouvelles, s'il y a d'autres chiffres, etc., les modèles seront aussi recalculés. Mais en attendant, on voit que sur Microsoft, le fondamental rejoint, enfin, le technique ou inversement, mais en tout cas, c'est bien une zone d'achat dans les deux cas. La valeur suivante, c'est Home Depot. Donc Home Depot, donc graphiquement Home Depot, il n'y a pas grand-chose à dire, on consolide latéralement. Fondamentalement, là en revanche, alors là pareil, je vais quand même enlever les modèles de dividendes qui dévalorisent beaucoup Home Depot. Ceux-là sont plus équilibrés sur les modèles plus classiques, sur les marges, etc. Les ventes, donc, mais on est quand même survalorisé avec un potentiel de baisse de 13% sur les fondamentaux. La valeur suivante, c'est Amgen dans la santé. Donc là, graphiquement, on fait une très très belle cassure actuellement de ce canal. Donc à voir quand même, parce qu'on voit que ici, juillet 2020, janvier 2021, juillet 2024, là on est toujours en mensuel, on a cassé, on a réintégré et après on a baissé. Donc attendons quand même la fin du mois de février. Si on fait une neige comme précédemment, à contrario, il y a beaucoup plus de chances qu'on vienne à minima rechercher le milieu du canal. Donc ça ferait déjà par rapport au niveau actuel, ça ferait déjà presque 20% de potentiel de baisse. Donc attendons la fin du mois. Fondamentalement, attendez, c'est pas la bonne AMG est bien entre là. Fondamentalement, on voit, ouais, là on a un point extrême, je vais le supprimer. On voit qu'on est, selon les modèles, on est à l'équilibre. Donc il y aurait pas de, comment dire, de survalorisation. Donc moi, ce que je vais regarder maintenant, j'achète pas forcément parce que j'aime pas acheter sur des en haut comme ça. Alors je sais que sur le long terme, quand on achète au plus haut, ça a tendance à être favorable, mais ça c'est vrai sur le long terme. Quand il y a des crises, enfin, quand il y a des gros retracements, c'est quand même mauvais d'avoir acheté sur au plus haut, à mon avis. Donc là, j'attends du coup. Euh, Ça pourrait être une vraie sortie, mais si on l'intègre, je vais quand même croire le graphique et ne pas acheter. Et enfin, on peut en faire une dernière. Sherwin-Williams compagnie. Alors eux, ils font de la peinture, enfin des revêtements pour le bâtiment. Donc on est pareil, plutôt dans une phase de consolidation. Et eux, donc sur les modèles, c'est assez équilibré. On serait survalorisé. Il y aura un potentiel de baisse plutôt de 15%. Voilà. Donc ensuite, American Express. Alors American Express, c'est une financière aussi. On voit qu'on monte bien, on casse de nouveau. Que dit Lavalo? Alors là, pareil, modèles sur les dividendes qui sont donc très très optimistes, je les enlève.
Et là, ça nous montre quand même un potentiel de baisse de 17,7% sur American Express. Donc, prudence. Et on peut faire Visa. Donc, Visa graphiquement, voilà, toujours en consolidation latérale. Et Visa, en revanche, on est beaucoup plus équilibré. Si on regarde ça, on a même un potentiel de hausse de 3%. Donc Visa, c'est historiquement une valeur forte, très forte. Donc il n'y a pas un potentiel de hausse énorme selon les valos, mais il n'y a pas non plus, il ne prévoit pas une grosse baisse. Donc je reste assez neutre sur Visa, que ce soit graphiquement. Alors graphiquement, évidemment, si on casse ce petit support vers 320, oui, on a un potentiel de baisse. Et puis à la hausse, c'est le haut du range pour l'instant, donc à peu près 10-15%. Voilà pour les principales valeurs de l'indice Dow Jones. Donc mon sentiment, c'est que on est déjà sur l'industrie même, je vous dis, il y a à mon avis un potentiel limité. Et sur chacune des valeurs, il y a quand même une prudence à avoir par rapport aux valorisations fondamentales. Voilà, n'hésitez pas à partager un petit peu vos analyses dans les commentaires, ce que vous en pensez. Est-ce que vous avez des stratégies similaires ou au contraire des points de vue très différents? C'est toujours intéressant et ça fait avancer le schmilblick. Je vous souhaite une bonne semaine à tous et je vous dis à bientôt.